Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je m'appelle Jean-François Joubert. Aujourd'hui, on parle de La Blanche Biche. Alors, un très, très beau texte. C'est une chanson qu'on retrouve, d'après ce que je comprends, qu'on retrouve au Québec, mais certainement on le retrouve dans le répertoire traditionnel du Québec. Alors, son origine, on va regarder ça, puis on va regarder surtout le sens de ce très, très beau texte. Cette semaine, dans quelques jours, il va y avoir un événement où on va parler de ce texte. J'ai bien hâte de voir. Moi, ce que j'aime faire avec les chansons traditionnelles, surtout celles qui sont mystérieuses un peu comme la Blanche Biche, là, c'est un texte mystérieux, très noir, très... c'est pas une chanson de début de soirée. C'est une chanson d'habitude qu'on laisse vers la fin, là. Alors, il y a de la matière, il y a du mystère, il y a de la matière à interprétation, puis c'est ça que je veux faire avec vous aujourd'hui. Au moins, quelques notes, quelques hypothèses que j'ai pu faire sur ce texte. Et donc, je veux faire ça avant de voir l'événement parce que j'ai peur que pendant l'événement, peut-être que je vais apprendre des choses, je vais peut-être découvrir des choses. Puis, pas que ça me fait peur, mais que je veux comparer, je veux être bien sûr, bon, moi, qu'est-ce que je pensais de ce texte-là, et puis ensuite de voir qu'est-ce que je peux apprendre avec cette conférence. Donc, ça va être très intéressant. Là, je vais avoir besoin de bonbons pour continuer, parce que c'est parti, on y va avec La Blanche Biche. On commence par le texte. Donc, attendez que je fasse ceci comme il faut. Le texte, voilà. Alors, on commence par le texte. Celles qui vont au bois. Si vous voulez, vous pouvez l'arrêter, hein, puis peut-être sauter au moment où je commence à discuter du texte. Mais voici le texte. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère va chantant et sa fille soupire. Qu'avez-vous à soupirer, ma blanche Marguerite? J'ai bien trop dire en moi et n'ose vous le dire. De lire, hein, c'est de la colère. Je suis fille le jour et la nuit blanche biche. La chasse est après moi, des barons et des princes, et mon frère Renaud qui est encore le pire. Allez, ma mère, allez, bien promptement lui dire qu'il arrête ses chiens jusqu'à demain midi. Où sont tes chiens, Renaud, et la chasse gentille? Ils sont dans le bois, à court, blanche biche. Arrête-les, Renaud, arrête, je t'en prie. Et on va pour voir ce qui arrive. 3 fois les a cornés de son cornet de cuivre. Les cornets, donc les appelés avec un instrument de musique, le cornet. À la 3e fois, la blanche biche est prise. Mandons le dépouilleur qu'il dépouille la biche. Celui qui la dépouille dit, je ne sais que dire, elle a le cheveu blond et le sein d'une fille. A tiré son couteau en quartier, il l'a mise, en ont fait un dîner aux barons et aux princes. Nous voici tous sciés. Or, ma sœur Marguerite, vous n'avez qu'à manger, suis la première assise. C'est Marguerite qui parle. Ma tête est dans le plat et mon cœur aux chevilles. Mon sang est répandu par toute la cuisine et sur vos noirs charbons, mes pauvres os y grillent. Alors, quel texte? Quel texte? Et oui, c'est extrêmement noir. Cette jeune fille qui se transforme en cerf, qui est chassée et ensuite capturée et ensuite découpée et mangée. C'est ça l'histoire, à quelque part. Alors, ça fait beaucoup jaser. On va donc regarder un peu quelques hypothèses qu'on peut faire pour le sens qui est quand même un peu obscur. Est-ce que c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui se fait découper pour qu'on la mange, ou est-ce qu'il y a un aspect symbolique peut-être et qu'on doit comprendre autre chose? Alors, pour faire l'analyse, on va commencer par regarder ce qui a été fait. Et ça, c'est des analyses que j'ai entendues. Puis il y en a d'autres, je pense. Il ne faut vraiment pas voir cette vidéo-là comme quelque chose de définitif. Moi, je suis en train de préparer un travail d'écriture sur ce sujet. Donc, je veux m'assurer là, que... donc, c'est un point de départ, c'est pas du tout un point d'arrivée.
pour les analyses entendues, il y a les premiers qui n'ont pas d'hypothèse et qui ne veulent pas faire d'hypothèse. Il y a toute une... moi, j'entends ça souvent, des gens qui aiment les chansons traditionnelles et pour eux, c'est un peu un tabou ou c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire que de discuter du sens de ces chansons-là ou de ces paroles-là. Et bon, clairement, moi, je ne suis pas dans ce camp-là, mais je peux comprendre. Alors, si vous êtes dans ce camp-là, ben, continuez pas à écouter parce que là, c'est ce qu'on va faire. On va faire de l'analyse. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, les mots ont une certaine magie et c'est pas impossible que ça fasse partie, vous savez, de certaines traditions très anciennes sur l'oralité, que quand on reprend une chanson qu'on nous a transmise, c'est pas pour la discuter, c'est pour la reproduire et d'être discipliné dans notre production. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vais l'analyser, là, mais voilà, pas d'hypothèse. Il y a des gens qui vont prendre le texte puis qui vont avoir une certaine approche de psychanalyse. Donc, particulièrement l'aspect quand la jeune fille, on se rend compte que le cerf qui a été abattu, c'est une jeune fille, on voit son sein. Ça fait jaser beaucoup de monde. Puis il y a beaucoup de gens qui sont attirés par cet aspect-là de l'histoire et qui en font une psychanalyse, puis ça va parfois très loin. Moi, je vous partage simplement ce que j'ai entendu. Donc, si on regarde le texte, si on revient au texte peut-être, on nous dit que c'est son frère, hein, Renaud, qui va aller à la chasse et que, bon, ensuite, quand on capture la fille, ben là, on voit son sein, puis là, il y a la sexualisation de ça, et on va parler d'inceste même, que c'est une façon, que ce texte-là est une façon de parler de l'inceste. Alors, on a comme brutalisé la fille n'est pas consentante, la fille est... clairement, il y a de la souffrance. Alors, tout ça, ça fait partie d'une certaine analyse que moi, je nomme psychanalyse, là, parce qu'on cherche là, des inconscients, puis des inconnus, des choses qui sont difficiles à avouer. Ce que j'aime pas... Alors, pour les hypothèses, moi, ça me dérange pas. Allons-y avec les hypothèses. Je suis toujours prêt à écouter une hypothèse puis à prendre le temps de voir de quoi il s'agit. D'un autre côté, ce que j'aime pas avec la psychanalyse, ou des fois, c'est façons de voir les choses, c'est que soit tu crois à cette hypothèse-là, soit tu es un hypocrite. C'est parce que tu n'arrives pas à être honnête avec toi-même puis à être honnête avec la réalité qui s'impose. Mais là, c'est pas ça une hypothèse. Là. L'hypothèse, c'est pas une réalité qui s'impose. Une hypothèse, c'est une tentative de comprendre. Alors, tant qu'on peut discuter, ça me dérange pas. Mais pour ce qui est de dire que c'est le point final parce que c'est inconscient puis que si on le dit pas, on est hypocrite ou on est malhonnête, ben là, moi j'embarque pas là-dedans. Alors, psychanalyse, ça, c'est une version, là, une façon là, d'aborder là, la thématique, là, le sens caché ou le sens symbolique là, de ce texte. D'autres hypothèses vont du côté celtique, puis peut-être un peu nouvel âge. Celtique parce qu'il y a une transformation. On parle d'une transformation. Alors, d'une jeune femme en cerf. On dirait peut-être chevreuil, là, ou ici au Québec, là, en français québécois familier. Ces transformations d'homme ou de femme en animal, ça revient, ça, oui, dans les textes donc, qui viennent d'Irlande ou qui viennent du pays de Galles. Donc, dans la tradition celtique, il y a des éléments comme ça qui reviennent. Donc, gardons ça en tête, qu'il y a cet aspect-là. De notre côté, je ne sais pas si ça nous aide à comprendre plus le texte. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... c'est une chose de dire « Ah, c'est d'origine celtique », mais est-ce que ça nous aide à comprendre? Ben là, c'est ça un peu que moi, là où je débarque un peu, c'est quand on n'arrive pas à aller plus loin là, que simplement dire ben il y a une transformation, là, finalement.
Dans les théories populaires, j'ai entendu différentes théories populaires, puis je sais qu'il y en a, bon, c'est surtout par rapport à la sexualisation là, de la fille lorsqu'elle est capturée, et puis lors du dépouillement, donc on est en train de d'enlever la peau, on est en train d'enlever la fourrure du cerf, puis on se rend compte qu'en dessous de la fourrure, il y a cette jeune fille. Alors ça donne lieu à beaucoup de théories, là, bon, qu'il y a quelque chose de sexuel à tout ça, soit que c'est un viol, soit que c'est quelque chose de caché, de sexuel caché, mais c'est toujours ça, c'est assez ambigu, puis c'est rarement confronté, disons, à l'ensemble du texte. Il y a Francine Brunel-Reeves qui a écrit là-dessus et que je vais lire et que je vous dis très clairement que je n'ai pas lu. Elle a retrouvé ou elle aurait retrouvé des éléments de ce texte-là ailleurs en Amérique, particulièrement avec peut-être là, des contes du côté autochtone. À découvrir. Peut-être je vais en apprendre à la prochaine conférence, là, mais pour l'instant, je ne peux pas commenter particulièrement là-dessus. Et ensuite, dans les analyses entendues, ben là, linguistique indo-européenne, je ne l'ai pas entendu, je vais le garder ça pour mes propres analyses. On y va. Première chose que je veux dire, c'est que pour faire l'analyse d'un texte, il faut une méthode. Alors, qu'est-ce que j'entends par méthode? Ben, premièrement, il faut essayer au moins d'identifier la période. Quel que soit le texte, l'oralité ne donne pas souvent, quand on a un texte oral, ou un texte oral, c'est la belle formule, quand on entend une chanson ou quand on recueille une chanson qui fait partie de la tradition orale, eh bien, on ne peut pas utiliser du carbone 14 ou des stratifications archéologiques sur des mots. Ça ne marche pas comme ça. Il faut les dater pour pouvoir bien les interpréter et de trouver un contexte d'interprétation. Avec nos yeux d'aujourd'hui, avec notre mentalité d'aujourd'hui, des fois, des textes qui ont 500 ans, ben, ça ne s'interprétera pas de la même façon. Donc, il faut prendre le temps là, d'essayer au moins d'identifier une période. Et puis, si on n'est pas capable, il faut le dire. Il faut être capable de dire, bon, ben, on n'a pas cet élément-là, puis ça va rendre certainement une interprétation beaucoup plus difficile, si tel est le cas. Deuxièmement, considérer l'ensemble du texte. Moi, je trouve ça souvent très fâchant qu'on arrive avec une interprétation qui se base sur quelques mots du texte, mais non, je veux dire, il faut que ça éclaircisse l'ensemble du texte. Il arrive des fois qu'un texte, quand je dis un texte, là, en fond, je veux dire une chanson ou un ensemble de mots cohérents là, avec un titre là, pour la tradition orale, quand j'entends des fois des personnes qui vont pouvoir trouver une très très bonne explication pour quelques mots dans un texte, mais le reste du texte reste obscur, ben là, ça ne marche pas, là. Il faut être capable là, d'interpréter l'ensemble du texte. Il y a des fois des situations où un texte peut avoir des ajouts, des éléments qui sont externes, qui ont été ajoutés par la suite. On garde cette nuance-là. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse en comprendre, il faut que l'ensemble du texte soit un tout cohérent. Si le tout n'est pas cohérent, ben on n'arrivera jamais à faire grand-chose avec ça au niveau de l'interprétation. Ça se peut qu'il y ait ça se peut qu'il n'y ait pas de cohérence aussi, là. Alors ça, faut être capable d'identifier ces cas-là. Alors, considérer l'ensemble du texte, ça c'est essentiel. Les aspects linguistiques, comme par exemple des figures de style. Alors, les figures de style, par exemple, des allitérations, des répétitions de sons ou des rimes, quand on pense aux rimes en laisse, mais les différents types de rimes, par exemple. Mais il y en a d'autres figures de style. Tout ça, ça peut nous aider soit à identifier une période ou à identifier le parcours peut-être du texte, mais ça, c'est des éléments essentiels pour nous aider. Et tout ça, ça doit être cohérent normalement. Là. Il faut que ça ait du sens. Et puis numéro 4, ben là, c'est de faire des hypothèses. Il faut faire des hypothèses. Il ne faut pas avoir peur de faire des hypothèses, puis d'en discuter, puis d'en parler. On a que ce soit la tradition orale du Québec ou dans d'autres circonstances, que ce soit la peinture, que ce soit d'autres différentes façons là, d'exprimer l'art.
c'est en faisant des hypothèses, puis en cherchant à comprendre qu'on évolue, puis qu'on grandit, puis qu'on partage avec les gens, puis qu'on écoute, puis que... Donc, tout ça, ça se fait avec de l'empathie, tout ça, ça se fait avec de l'écoute, puis d'essayer de revenir toujours à ce que l'auteur ou les auteurs, ce qu'ils voulaient dire, là. Alors ça, on est dans l'humanité, là. On est dans l'humanité. Pour moi, dans le texte, je vois tout de suite certains éléments que je vous montre qui sont essentiels. Alors, on a ici « Je suis fille le jour et la nuit blanche biche ». Elle se déclare comme étant quelqu'un qui change de forme. Elle se transforme. Elle le sait qu'elle se transforme et il n'y a rien d'inhabituel à ce qu'elle se transforme par rapport au contexte de cette histoire-là. Je suis fille le jour et la nuit blanche biche. Et sa mère l'amène dans la forêt comme d'habitude, parce que sa mère, elle, semble pas particulièrement préoccupée par cette idée qu'elle l'amène dans la forêt. Qu'est-ce qu'il nous faut dire aussi, c'est qu'elle a entendu dire que son frère Renaud, ben, il s'en va à la chasse à courre. La chasse à courre, c'est une chasse, c'est cruel aujourd'hui, il faut le dire quand même, mais c'est une chasse qui consiste à partir avec des chiens, par exemple, et fatiguer le gibier. Donc, s'il s'agit d'un cerf, ben, si on laisse aller les chiens pour qu'ils courent après le cerf, assez rapidement, le cerf va s'épuiser, va tomber, va faire une espèce va avoir un malaise cardiaque, quelque chose comme ça. Et là, c'est assez facile pour... puis là, il y a tout un vocabulaire pour la chasse à courre, mais il va y avoir la personne qui vient avec son couteau pour terminer l'animal, là, pour qu'il cesse de souffrir. Il y a aussi, bon, il y a des éléments, par exemple, on fait du bruit, on doit attirer ou en fait repousser l'animal, puis pendant qu'il y en a d'autres qui l'attendent. Il y a différentes techniques. C'est une chasse qui, bien entendu, dans sa méthode qui date d'il y a très longtemps. On va regarder la datation après, mais pour l'instant, revenons sur l'aspect de la transformation. Alors, elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle veut que Renaud arrête ses chiens jusqu'à demain midi. Pourquoi? Ben parce que moi, ce que je comprends de ce texte, c'est qu'elle va se transformer en biche, là. Et qu'elle va être donc potentiellement la cible de cette chasse. Donc, elle demande à son frère d'attendre, tout simplement, de chasser de jour, de chasser pas pendant la nuit, parce que celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. Est-ce que ça dit qu'elle est... je suis fille le jour et la nuit blanche biche. En tout cas, c'est sous-entendu, je comprends que c'est sous-entendu qu'ils s'en vont chasser de nuit, là, et qu'elle voudrait qu'ils attendent et de commencer la chasse le lendemain, donc qu'il arrête ses chiens jusqu'à demain midi. Ensuite, 3 fois les accornés, bon, la chasse va bien avoir lieu, mais c'est ça, donc chasse à courre, et puis elle est dans une situation précaire parce qu'elle va se faire, être la cible de la chasse. Ça, c'est la petite photo de Sigmund Freud qui voudrait bien voir non pas lui bien sûr, mais son influence. Alors, Sigmund Freud a eu une grande influence, et puis il y a plein de, des Freud, des amateurs de Freud, des psychanalystes amateurs qui vont trouver des interprétations dans les textes. Alors là, on va revenir rapidement au texte. Quand il arrive, et puis on voit dans le texte que ça nous dit, quand il capture le cerf, la biche, j'aurais dû dire la biche depuis le début, celui qui doit la dépouiller, il dit « Elle a le cheveu blond et le sein d'une fille ». Bon, ben ça, c'est pas sexuel. Pour moi, je ne crois pas que ce soit sexuel. Je pense que c'est l'humanité, en fait, de cette personne-là qui est découverte au moment où on est en train de s'occuper d'un animal. Alors, on est à la chasse, on vient de capturer une biche, on est en train d'enlever la peau de la biche, et là, c'est l'humanité qui nous frappe, c'est-à-dire c'est le côté humain de la personne. Il y a une personne, en fait, on vient de tuer quelqu'un.
Et cette image-là, le cheveu blond et le sein d'une fille, c'est surtout une image, c'est plutôt littéraire, je dirais, ou c'est plutôt un effet littéraire. C'est qu'on cherche à frapper l'imaginaire et de manière très rapide. Bon, je ne sais pas si ça aurait pu se faire avec un homme ou d'une autre manière, mais certainement l'image de la fourrure qu'on enlève et que ce soit le sein d'une fille, on vient de dire en fait que c'est un être humain de manière très très efficace. On n'est pas dans la sexualité selon moi, puis on n'est pas dans l'inceste selon moi. Je pense que c'est bon pour l'inceste là, franchement, Renaud c'est le chasseur, mais c'est pas celui qui la dépouille, c'est le dépouilleur. On est en fait dans une chasse à courre extrêmement standard, extrêmement dans le rituel de la chasse à courre. On n'est pas du tout dans une autre dynamique. À mon sens, ce qui est beaucoup plus raisonnable en termes là, d'explication, c'est que c'est de ce personnage qui se transforme. Et que voilà, maintenant... Alors, Freud, on va laisser faire. Alors, moi, pour mes hypothèses sur le texte, la mère amène sa fille, je devrais dire biche, plutôt que serre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai masculinisé. Donc, elle l'amène la nuit, comme d'habitude, parce que la nuit, elle se transforme. Le fils Renaud va à la chasse à court de nuit, et ce que je pense, c'est qu'il y aurait un tabou d'aller chasser à la nuit. Ça me paraît assez logique. C'est une très mauvaise idée que d'aller faire de la chasse pendant la nuit. Et ça, c'est l'aspect que je dois encore élucider ou chercher pour essayer d'avoir des confirmations. Ce que je chercherais probablement, ce serait donc soit des proverbes, soit du folklore ou soit d'autres aspects qui, peut-être littéraires aussi, pour essayer d'identifier un moment où il y aurait un tabou là, par rapport à chasser pendant la nuit. Certainement, ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est qu'aujourd'hui, c'est illégal chasser la nuit. Là. C'est extrêmement dangereux. Puis c'est vraiment. Il y a beaucoup dans le folklore, des fois, des explications sur. Moi la comparaison que je fais souvent, c'est avec le folklore autochtone, Atikamekw ou Innu, que je connais plus. Là. Et là, il y a des histoires pour apprendre à chasser, apprendre à se promener là, dans le territoire là, sur des centaines et des centaines de kilomètres. Donc, apprendre à connaître son territoire, apprendre à chasser de bonne façon. Il y a des tabous, il y a des façons de faire. Et je pense qu'on est là-dedans avec cette chanson-là. On est dans le tabou de chasser la nuit. Alors là, on a une chanson donc qui parle de la chasse essentiellement. La chasse à court, tout ça, on va tout dater ça. Là. Alors, vérifier les allitérations et les autres figures de style, ça, éventuellement, il va falloir que je fasse une petite analyse pour essayer de comprendre là, le texte en tant que tel. Pour l'instant, je suis pas... Je remarque que je peux peut-être faire ça tout de suite par rapport au texte, si on revient là. Est-ce que je peux revenir? 3 fois les accornés de son cornet de cuivre. On répète les mots, hein? On répète les mots, c'est assez simple comme procédé, là. 3 fois les accornés de son cornet de cuivre. À la 3e fois, la blanche biche est prise. Mandons le dépouilleur qu'il dépouille la biche. Alors, le dépouilleur qu'il dépouille, il y a de ces répétitions-là. C'est intéressant. Et ce que je vais tenter de faire, c'est de trouver ce qu'on appelle des comparables. Est-ce que je peux trouver un autre texte comparable, soit en français, soit dans d'autres langues à la rigueur, si je peux élargir, mais au moins pour commencer en français, pour voir s'il y a d'autres textes peut-être qui sont plus faciles à dater. Et tout ça, ça va m'aider pour le dater, parce que la première chose à faire, c'est de chercher à dater. Quelle date je mettrais à ça? Ben, la chasse à courre, c'est le Moyen-Âge. Hein? Fait qu'on est au Moyen-Âge. Est-ce qu'on est dans le Moyen-Âge? On va regarder peut-être, là, j'ai justement une petite grille. Alors oui, il pourrait dater du Haut Moyen-Âge. Alors voici, ça c'est mes périodes. J'utilise ça, donc, bon, il y en a d'autres, là. Bon, alors il y a le Bas Moyen-Âge, qui est le 13e siècle, 1300 à 1500. Alors,
le bas Moyen-Âge, quand je dis bas Moyen-Âge, c'est que c'est ce qui est le plus proche de nous, là. Donc, ça pourrait être le bas Moyen-Âge. Il y a le Moyen-Âge classique, ça c'est le temps des cathédrales. Cette période-là, donc je me rappelle de M. Segal quand j'étais à l'université, j'ai pris un cours d'histoire. Donc moi, je suis linguiste, j'ai fait un bac puis une maîtrise en linguistique, mais j'avais des cours complémentaires. J'en ai profité pour faire des cours sur le Moyen Âge, un fantastique cours de M. André Segal, donc que j'ai beaucoup aimé. Le Moyen Âge classique, c'est le temps des cathédrales. Ce qui se passe à ce moment-là de particulier, c'est l'Église. Hein? C'est l'Église, c'est la religion chrétienne qui va prendre une place très importante, mais pas juste dans les villes, mais à la campagne. Si on rapidement la religion, les chrétiens, le christianisme, bon, ça arrive à la fin la fin de l'Empire romain. Alors on est en 500, autour de 600-700, il y a des concentrations, donc dans les villes, donc il y a des coins de la ville où il y a des églises, puis il y a un pouvoir qui est véritablement là. Mais ça va prendre du temps avant de se rendre à la campagne, en gros. Et puis, l'époque là, des cathédrales, la période classique du Moyen Âge, c'est aussi la période des croisades. C'est une période, on dirait quasiment de fanatisme religieux. Et on efface beaucoup là, de tout ce qui pourrait avoir comme aspect, disons, non catholique. Là. Notre chanson de la Blanche Biche, c'est une mère et c'est sa fille. Pour commencer, la période là, du Moyen-Âge classique est plutôt... le christianisme est plutôt misogyne, plutôt a tendance à tasser les femmes. En général, je dis ça de manière très générale pour aller plus vite, là. Et ce repas où cette jeune fille, la biche là, qui est divisée en quartiers puis qu'on la mange, là, ça, c'est pas chrétien, là. On est vraiment dans une partie, là, dans une période avant, là. Alors, c'est pour ça que je pense que le Haut Moyen-Âge, ça serait peut-être la dernière période, là, la période la plus proche, là, où ça pourrait être... il pourrait y avoir cet élément-là. Mais la transformation avec la biche là, qui se transforme, ou la jeune femme qui se transforme en biche, ben là, c'est sûr qu'il y a le fameux celtique. Le problème, c'est que si on regarde dans les périodes, pour le celtique, c'est l'âge du fer, c'est 1800. 1800, c'est 800 ans avant Jésus-Christ, donc entre le Haut Moyen-Âge, c'est quasiment 2000 ans, là, c'est ça? C'est 1000 plus 800, c'est 1800 ans de différence. Il y a toute une différence entre, mettons, des références. Et puis, il y en a des références sur des transformations ou sur des personnages qui sont à moitié homme, moitié animal. On en retrouve, par exemple, là, ici, là, le fameux, on le montre tout le temps, là, le chaudron de Gundestrup. Alors, dans le chaudron de Gundestrup, regardez ça, là, le personnage porte l'espèce de chaman qui porte des bois, hein, un peu comme une biche ou comme un cerf. Peut-être plus masculin, féminin, là, je n'irai pas dans les détails. Mais il y en a qui vont faire ce lien-là, mais c'est juste de dire que ce lien-là, il faut faire attention, il y a 800 ans plus 1000 ans, comment dire, non, juste en termes historiques, c'est très loin, c'est très très loin. Et si c'est notre seul élément, disons qu'il y a eu le temps de se transformer plusieurs fois, là, cet élément-là, qu'est-ce qui en reste et tout ça. Donc, c'est simplement de dire que moi, je ne serais pas... Bon, ces transformations-là, il y en a aussi du côté germanique, il y en a d'autres cultures qui ont ces transformations-là. Si on regarde, par exemple, le Ramayana, qui est hindou, le Ramayana, c'est en sanskrit. C'est à peu près à la même époque que le côté celtique, qui est peut-être qui est peut-être aussi plus avancé, mais qui est indo-européen, donc qui fait partie de la même grande culture là, qui était peut-être là, très très semblable il y a 5000 ans. Ben là, tant qu'à parler des Celtes, il faudrait parler aussi là, du Ramayana peut-être.
Puis le Ramayana, ce qu'on comprend, c'est une histoire qu'on connaît beaucoup plus. Le chevreuil ici, ou le cerf, elle se transforme, oui, ça va être le méchant, si vous voulez, l'antagoniste, là, qui va envoyer quelqu'un se transformer en chevreuil, en cerf, un cerf d'or, pour attirer Rama et son frère, pour les attirer, dans le fond, loin de Sita. Et Sita, la princesse de l'histoire, Sita va se faire capturer par Ravana, le méchant Ravana. Alors oui, il y a de la transformation, oui, il y a un cerf, mais en même temps, c'est pas la même histoire, là. C'est que si on... Et ça nous permet d'expliquer une partie de l'histoire, mais certainement pas tout. Et ce qu'on voit ici, c'est que loin de que cette histoire-là semble plutôt voir la transformation comme étant quelque chose de normal. Ensuite, on est comme surpris et déçu d'avoir tué cette personne-là. Et puis, bien entendu, à la fin, elle dit « Mon sang est répandu par toute la cuisine et sur vos noirs charbons, mes pauvres os s'y grillent. Mes pauvres os. » Alors, on nous dit dans l'histoire, donc elle n'est pas contente de mourir, elle est triste de mourir. Et regardez ce que vous m'avez fait, en fait. C'est ça qu'elle est en train de dire. Vous m'avez là dépecé, vous m'avez tué. Moi qui étais une jeune fille, je suis fille le jour et la nuit blanche biche. Alors, je pense que on peut au moins dire que que ça parle d'un certain tabou, une interdiction culturelle à chasser pendant la nuit. Peut-être qu'elle est tellement évidente que je n'arriverai jamais à trouver plus que ça, mais ça m'apparaît en tout cas tout à fait logique là, de ne pas chasser la nuit. Et voilà, alors pour l'instant, c'est là où j'en suis. Je pense que c'est le sens de ce texte-là. Il serait intéressant de voir s'il y a d'autres histoires ou il y a d'autres références à cette blanche biche. Mais certainement, si la chanson date du Haut Moyen-Âge, peut-être, donc avant la période des cathédrales, peut-être 800, 900 après Jésus-Christ, on est quand même loin d'une période historique, là, d'une période celtique. Donc peut-être que c'est des bribes qui restent, des bribes, puis des influences, puis des éléments de culture celtique, là, qui restent là peut-être, mais là c'est les hypothèses qui sont de moins en moins sûres. J'espère que vous avez aimé ça, puis moi je vais aller manger mes bonbons, voilà, et puis je vous souhaite une bonne semaine. Je vais aller voir mon événement, puis j'espère, en fait pas j'espère, mais je suis sûr que ça va être très bon. Bonne journée.